Le cercle RH pour s'intéresser au travail. Vous êtes bien tombé puisque c'est une émission Smart Job qui s'intéresse depuis maintenant 4 ans au travail, au monde du travail et aux acteurs de ceux qui construisent le travail. On en parle à travers un livre. Le titre est évocateur. Un autre monde du travail est possible. Édition EMS. Et j'ai des co-auteurs et des coordinateurs de cet ouvrage que vous découvrez actuellement. Sophia Gallière, ravie de vous accueillir. Vous êtes maîtresse de conférence. Ça vous va, maîtresse de conférence? Très bien. Non, mais si vous assumez le maîtresse, Université Côte d'Azur, spécialiste justement des transformations du travail et co-auteur de cet ouvrage. Alors, vous avez été co-responsable de l'équipe Alter Organizing. Tout à fait. Organizing, je suis toujours. Vous êtes toujours au sein du laboratoire CNRS Gredeg. C'est ça. J'ai tout mis. Très bien. Très heureux de vous accueillir. Anthony Husneau, ravi de vous revoir. Vous étiez venu nous parler. Bonjour. À l'époque déjà du travail et de ses transformations, coordinateur de cet ouvrage, parce que ceux qui vont s'y intéresser, c'est un panel de chercheurs, on est bien d'accord, qui ont travaillé sur des thématiques et qui sont toutes les unes passionnantes. 26 co-auteurs. 26 co-auteurs. Vous êtes vous aussi professeur à l'Université Côte d'Azur, spécialiste du travail. D'abord, juste d'un mot, parce que vous avez coordonné cet ouvrage, donc vous avez fait le rédacteur en chef, vous êtes mis d'accord sur les thématiques, vous avez forcément dû poser le sujet. C'était quoi la demande posée aux 26 chercheurs autour de la table? Qu'est-ce que vous leur avez dit? On leur a demandé d'écrire un chapitre court, direct, sur un sujet clé du monde du travail, et pour chaque sujet, d'apporter une idée originale, une idée qui viendrait un petit peu bousculer nos idées reçues. Vous avez donc reçu évidemment les recommandations d'Anthony, puis vous avez travaillé sur... Oui. Comment vous avez travaillé sur l'idée de l'innovation? Parce que ce livre, il faut le préciser, et bien sûr qui revient sur l'histoire du taylorisme, qui revient sur plein de sujets conceptuels de notre histoire du travail, mais tout l'intérêt de ce livre, c'est qu'il apporte aussi des études qui datent de 2024, de 2025, des derniers chercheurs. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, comme contribution nouvelle et un peu disruptive sur le travail? Alors peut-être, on peut aussi parler de la contribution générale des différents auteurs, en disant finalement que la contribution qu'on leur a demandée, c'est de dire que le travail fait face à des bouleversements, à une crise sans précédent. Donc en fait, si on se base sur des études récentes sur le travail, c'est surtout pour faire face au mieux à cette crise. Donc en fait, peut-être un symptôme, pour revenir sur ça, un symptôme important de cette crise du travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on reprend les statistiques, il y a seulement 22% des Français qui jugent que le travail est essentiel dans leur vie. Donc nous, ce qu'on a repris par rapport à ces études, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut réinventer le travail. Donc c'est ça la contribution. Moi, pour ma part, je me suis centrée sur la question du pouvoir. Et donc comment est-ce qu'on peut penser un pouvoir qui n'est pas un pouvoir de surveillance, de contrôle, mais un pouvoir qui est capacitant et qui redonne du pouvoir d'agir aux travailleurs. Ça, on le voit quand même dans le livre, c'est le rapport des managers, la place des managers dans l'organisation. Alors, on parle de Taylor, on parle du fait que l'homme devient lui-même une machine qui va organiser. Les choses ont beaucoup évolué. Sur le management, par exemple, ça c'est une thématique forte. On voit aujourd'hui que des collaborateurs démissionnent parce qu'ils ne supportent plus leur manager et qu'il y a une perte de force vive. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que disent les acteurs, les chercheurs sur ce sujet du management? Horizontal, plus de verticalité? Je pense que comme tout le monde, on constate que le management aujourd'hui est pointé du doigt. Il y a eu plusieurs études, plusieurs ouvrages qui sont parus et qui vont dans ce sens. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un grand décalage avec des managers qui ont des pratiques qui sont verticales, plutôt infantilisantes, et de l'autre côté, des employés, des collaborateurs qui ont beaucoup évolué ces 40 dernières années. Le nombre de diplômés de Bac+5 a été multiplié par plus de 4 en 40 ans. Le nombre de diplômés de Bac+3 a été multiplié par plus de 3. Donc en fait, si vous voulez, les employés ont profondément changé, ils sont mieux formés, ils sont mieux préparés. Plus matures. Plus capables d'entendre ou d'avoir la lumière d'un manager directif. Et plus capables aussi de comprendre les contraintes de l'entreprise, ses contraintes financières, ses marchés, sa gouvernance. Or, de l'autre côté, on a des managers qui souvent peinent à prendre cette évolution à bras-le-corps et en faire plutôt un levier de développement. Mais ça, c'est typiquement français. Vous qui êtes des chercheurs et des professeurs qui enseignaient et qui cherchaient, c'est typiquement un modèle français, ça, parce qu'on voit dans les modèles nordiques où on donne plus d'autonomie, on donne plus de capacité. En France, ça a l'air compliqué. Oui,
Tout à fait, effectivement, hein, c'est un fameux rapport de l'IGAS qui mettait justement en avant ce retard français, comme vous avez bien dit, par rapport au modèle allemand et nordique. Effectivement, on peut prendre ça à deux leviers. D'un côté, quelque part, il y a ce modèle de gouvernance français qui ne donne pas assez l'accent aux travailleurs dans les conseils d'administration. Donc on voit bien effectivement qu'en Allemagne, c'est 50% des représentants syndicaux qui il y a des élus participent. membres, des élus syndicaux dans les conseils, mais effectivement, seulement un ou deux élus sur 12 à 15 membres du conseil d'administration. Donc nous, ce qu'on essaie de dire, c'est dire, oui, il faut repenser la gouvernance de l'entreprise, redonner du pouvoir aux représentants des salariés, et c'est en changeant la gouvernance, quelque part, qu'on pourra changer aussi le management. Mais je vous pose le sujet sur la table, vous êtes des chercheurs et ce sujet doit vous traverser. Ce management, parfois un peu directif, pour ne pas dire agressif, le monde du travail était traversé par la lutte anticapitaliste. Le travail aliène, le travail use, le travail abîme. On le voit aussi dans votre livre. Et puis en même temps, on nous dit que le travail, c'est le seul outil de dignité et je dirais d'épanouissement. Comment vous vous situez, vous, les chercheurs, sur ce sujet ? C'est un outil d'aliénation ou c'est un outil d'épanouissement ? Les deux, en fait. Puis ça dépend de qui on parle, parce que le monde du travail, ça retrouve des réalités qui sont très, très, très différentes les unes des autres. Et là, c'est peut-être là où on touche quand même les limites de la généralisation. Il faut faire attention parce que... Les cols blancs, les ouvriers... Oui, et puis selon les professions, selon notre rapport à notre métier, si on aime ce qu'on fait ou pas. Enfin, la grande tendance, je me permets, vous avez démarré le débat comme ça, c'est que le rapport au travail a totalement évolué, puisqu'auparavant, nos grands-parents travaillaient longtemps, souvent dans la même entreprise, avec une passion sans nom, avec la marque de l'entreprise tatouée. Aujourd'hui, les gens restent moins longtemps et considèrent leur travail comme un simple élément pour partir en voyage, se nourrir et se déplacer. Non, mais est-ce que je... Oui, en fait, c'est un peu ça, mais il ne faudrait pas avoir une approche trop culturaliste du travail. C'est plutôt, nous, on essaie plutôt de pousser une approche structurelle. Et ce qu'on constate finalement, c'est que dans le monde du travail, ce qui a changé, c'est à la fois la mondialisation qui a accru la compétition des entreprises entre elles. On est dedans, là. La financiarisation des entreprises également, qui pousse à couper les coûts, à essayer de faire plus, mais avec moins de ressources. Et c'est ça, en fait, qui ont amené en fait, les travailleurs à replacer le sens du travail qui est dégradé par les conditions macroéconomiques du monde du travail. Donc il y a quand même une pression liée à la transformation du travail par la pression de la mondialisation. Le livre démarre, que je n'ai pas devant moi, démarre par les dérèglements environnementaux et climatiques ont un impact sur le travail. Je précise que c'est la première page, quand on ouvre et qu'on a regardé la table des matières, on démarre là-dessus. C'est un angle intéressant que de démarrer l'angle du travail à travers ces dérèglements environnementaux et climatiques. Oui, alors c'est un angle, hein. Il y a la crise environnementale, mais pas que. Le monde du travail est traversé par toutes les crises qui traversent tout simplement notre société au sens large. Et donc, ça crée beaucoup de turbulences, de souffrances. Et chez les managers aussi, il ne faut pas croire. Les managers, parce qu'il ne faut pas non plus uniquement que les accabler, sont aussi en souffrance. Quand on regarde les chiffres, on voit que le taux d'engagement des managers diminue. Le taux d'absentéisme chez les managers augmente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un problème de management, mais il y a aussi un problème avec les managers. Les managers, pour un bon nombre d'entre eux, souffrent au travail également. Un mot sur l'IA, parce qu'on rentre dans une nouvelle révolution qui commence à inquiéter et les salariés eux-mêmes dans les études expliquent qu'ils peuvent perdre leur emploi à cause de l'IA. Comment vous vous situez par rapport à cette notion de progrès, de nouvelles technologies ? D'un côté, on nous dit que ça augmente le collaborateur et donc il gagne du temps et donc du plaisir et du loisir, pour aller un peu loin, et que l'autre, on nous dit que c'est un outil qui va décimer une partie de la population des salariés qui ne sauront pas s'en servir. Qu'est-ce que disent les chercheurs ? Oui, alors sur cette thématique, les chercheurs cherchent plutôt à démystifier en fait l'IA, à dire oui, il y a ce mythe effectivement de l'IA qui va nous remplacer. C'était la fameuse étude de Frey Osborne en 2013 qui disait que 47% des emplois étaient exposés ou soumis potentiellement à l'automatisation de l'IA. C'était à l'époque l'IA collectionniste et non pas l'IA générative. Donc aujourd'hui, le débat il est relancé. Nous, on essaie de dire d'être plus prudent en fait par rapport à ces mythes, de dire oui, les tâches sont exposées, mais c'est pas les métiers. Donc il y a c'est un morceau de métier, mais pas le métier. Exactement. D'accord. Donc il y a une recomposition des tâches. Par contre, c'est vrai qu'on constate, et on l'a vu d'ailleurs, il me semble, dans les derniers jours, que Accenture, la grande entreprise de conseil, se sépare
par deux collaborateurs. C'est ça, des collaborateurs qui ne seraient pas capables de réutiliser l'IA dans leur travail. Donc nous, ce qu'on essaie de pousser comme argument dans le livre, c'est-à-dire que demain, on sera tous curateurs en chef de l'IA, on n'a pas le choix, il faut qu'on apprenne à interagir avec l'IA. Parler à la machine, en fait. Voilà, parler à la machine, prompter. Donc l'idée de curateur est intéressante, c'est notre collègue Jean-Philippe Denis qui le parle dans un de ses chapitres, dire que le curateur, dans le monde de l'art, c'est pas seulement celui qui ordonne les œuvres d'art, c'est celui qui crée une expérience artistique. Donc là, l'idée, c'est pareil, c'est-à-dire l'IA sait générer des données, c'est trier et organiser, mais c'est à l'humain qui incombe le rôle d'être l'arbitre. De tailler Exactement, de tailler et de donner du sens à des contenus abondants. Donc vous nous dites quand même qu'il vaut mieux quand même sérieusement se tourner vers ce sujet, s'intéresser au prompt, que de le laisser de côté en expliquant que c'est le progrès, qu'on n'en veut pas. C'est ce que vous nous dites quand même. Tout à fait, c'est ça. Vous êtes d'accord avec ça Tout à fait, oui, bien sûr. Il faut bien sûr reprendre le sujet à bras-le-corps, il faut se former, etc. Mais il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on ne sait pas et on ne peut pas non plus anticiper certaines évolutions. C'est-à-dire qu'on peut anticiper l'évolution de la technologie elle-même, mais on ne peut pas anticiper, ou très difficilement, les effets de ces technologies dans certains secteurs d'activité. Et en fait, ça, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité qui seront touchés par l'IA d'une telle façon qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager ces bouleversements. Donc c'est aussi toutes les limites, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des évolutions, on voit bien que ça bouge, mais jusqu'à quel point, ça, on ne le sait pas vraiment. Mais avant de nous quitter, est-ce qu'on est entré dans l'ère de la... Alors on a parlé de l'IA et vous démythifiez, il faut lire ce chapitre, mais est-ce qu'on est entré doucement dans l'ère de la société du loisir ? Aux dépens justement du travail, qui est le titre de votre livre. Parce que votre sujet, c'est le travail. Est-ce que le versus et son pendant, c'est une société de loisirs ? C'est une bonne question. À titre personnel, je ne crois pas, parce qu'effectivement, on voit une crise du travail salarié dans les organisations, mais les Français, même dans leurs loisirs, travaillent beaucoup. Il y a 40% des Français qui font des missions bénévoles. On peut aussi parler de l'autoproduction domestique, bricoler le week-end, c'est aussi du travail. Salariat non rémunéré, donc dans ce cas-là. Exactement. Donc de l'activité. C'est ça. Donc il y a une activité, il y a des efforts qui sont faits. Alors oui, effectivement, soit on a envie de le faire pour soi-même, donc l'autoproduction domestique, soit pour les autres via le bénévolat. Mais je ne pense pas qu'il y ait de crise du travail en tant que tel. Donc, juste, je me permets, le salariat, c'est le fait de rémunérer une action en échange de ton activité. Oui. Là, vous évoquez des sujets où on n'est pas rémunéré. Effectivement. Finalement, ce n'est pas tant le salarié en tant que tel, mais c'est le travail dans les organisations managériales et salariées. Donc le fait qu'il y a une crise du management, comme on a essayé de le dire, donc une crise de l'organisation. Vous en pensez quoi, vous, Anthony? Ça dépend effectivement de la définition qu'on donne au travail. Mais sur la question du travail rémunéré, quand on prend un peu de recul, on regarde les chiffres sur du long terme, on se rend compte que le temps de travail diminue. Oui. Ça, c'est indéniable. Ouais. En revanche, on fait face à des bouleversements démographiques, des problèmes de financement qui font que vraisemblablement le temps de travail risque de réaugmenter. Donc en fait c'est compliqué à dire parce que d'un côté il y a un mouvement de l'histoire qui nous dit que grosso modo on est amené à travailler moins et de l'autre côté des bouleversements contemporains qui devraient nous amener à travailler plus. J'aimerais rester longtemps avec vous parce que c'est passionnant. Avant de nous quitter, il y a quand même le sujet du télétravail. Vous avez vu qu'il revient comme un flux et reflux. C'est-à-dire que le télétravail s'était institutionnalisé et là depuis quelques semaines, quelques mois, vous êtes les chercheurs, vous observez, on voit quand même une contraction et un recul. Quel est votre regard sur ce sujet? Ça va reculer, le télétravail va doucement reculer ou les salariés vont résister? Je crois que le télétravail, c'est vraiment un bon exemple de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise et des rapports entre les managers et leurs collaborateurs. On voit bien que c'est là, en fait, qu'il y a encore un problème. D'un côté, on a des collaborateurs qui veulent du management, qui veulent de l'autonomie, qui veulent de la flexibilité. Et de l'autre côté, on a des managers qui restent encore dans des modes de management qui sont plutôt verticaux. Tous au bureau. Lisez ce livre, c'est un livre de chercheur, c'est un livre à la fois érudit qui permet d'être au plus près des travaux de recherche, de tout ce qui se fait de mieux en termes de réflexion autour de tous les sujets du travail. Merci de m'avoir éclairé, Sophia Gallière, maîtresse de conférence Université Côte d'Azur, spécialisée transformation du travail, et puis le coordinateur de cet ouvrage. Alors, je ne sais pas si vous êtes engueulés tous ensemble, les 26, mais ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Non, mais c'est important, parce qu'il peut y avoir des sujets de friction où ça frotte. Anthony Snow, professeur des universités, coordinateur de ce livre, et vous êtes à l'Université Côte d'Azur. Merci à vous deux. Merci à vous. À découvrir ce livre si vous vous passionnez sur les sujets du travail. Voilà la couverture de cet ouvrage. On tourne une page et j'accueille mon invité. Dernière partie de notre émission, c'est tout de suite.